We're breaking bounds on Baobab. Bonsoir à tous. Merci de nous joindre pour cet événement. Je vois qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous joignent depuis la France, qui nous joignent depuis le Congo et le Bénin. Infiniment merci. C'est un plaisir de vous avoir et je nous souhaite à tous d'avoir un bel événement. Sans plus tarder, je pense que nous allons entrer dans le vif du sujet. Je me présente, je suis Modestine Sodonso et j'aurai l'honneur de modérer cet événement le temps qu'il durera. Je nous souhaite encore une fois de passer un bon moment ensemble. Alors, pour contextualiser, il y a de cela quelques temps, j'ai été sélectionnée comme Alumni in Residence, Alumni en résidence pour la plateforme Baobab. Et dans ce cadre, j'ai partagé un certain nombre d'articles sur mon quotidien en tant que jeune professionnelle ou sur mon chemin de santé mentale en tant que jeune professionnelle, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans ce monde, dans cette jungle qu'est le monde professionnel en ce qui concerne ma santé mentale. Et, et donc, dans le cadre de ce programme, j'ai le plaisir d'organiser des événements, inviter des gens pour discuter de ce sujet qui est très important, mais qui semble être négligé par beaucoup de jeunes. Nos prédécesseurs avaient fait la même erreur et nous aussi, nous sommes en train de faire cette erreur. Le but, c'est de vraiment attirer notre attention sur un mal silencieux qui tue, qui détruit énormément de jeunes talents. Et c'est dans ce cadre qu'on a ce deuxième événement. Le premier événement portait sur un partage d'expérience. On a eu des invités merveilleux. On a parlé de la santé mentale des jeunes professionnels, de comment gérer sa santé mentale et tout ça. Et dans ce deuxième événement, on va parler de la santé mentale comme compétence clé, comme le développement web ou toute autre compétence qu'on acquiert et qu'on écrit sur son CV, même si on ne va pas dire santé mentale. Si on ne va pas dire santé mentale sur notre CV, il faudrait qu'on puisse savoir en parler comme d'une compétence à développer. Avec moi pour discuter sur ce sujet, j'ai l'honneur d'avoir Jeziliat et Wilhelmine. Wilhelmine est psychologue clinicienne, Jeziliat est voix off. Et ils vont partager avec nous leurs connaissances, leur expertise pour l'une et leur expérience en matière de santé mentale pour l'autre. Je prie, je veux vraiment que ce moment soit un moment clé où nous apprenons tous. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet avec la première question pour Jezia. Jezia, dis-moi, quand on parle de santé mentale, à quoi ça te fait penser? Je veux bien entendre ta vue sur la question. Bonjour tout le monde, on va commencer avec ça. Alors, je vais attaquer tout de suite. Pour commencer, cette catégorie de personnes qui, dans une réunion, sourient beaucoup et à la fin de la journée, rentrent avec la boule au ventre. Quand on dit santé mentale, pour moi, tout de suite, je pense à bien-être émotionnel. D'accord? Et quand je dis santé mentale au travail, pour moi, ça fait référence directe à un état d'esprit qui permet à un individu lambda de pouvoir déployer ses ailes, offrir 100% de son potentiel dans un environnement de travail. C'est un environnement sain. C'est un état d'esprit qui permet d'être productif dans le vrai sens du terme. Désilia nous disait donc que c'est un état qui nous permet de déployer nos ailes. J'ai très bien aimé le mot dans le monde professionnel parce que c'est déjà ça le but. C'est pas d'être dans une routine où je me lève le matin, je vais au boulot, je reviens, je dors et tout. Non, c'est d'être épanoui. C'est le mot. Et merci Absolument. pour cette belle définition, cette belle perception que tu nous donnes de la santé mentale. En fait, ce que je disais, c'était plus un environnement, la santé mentale au travail, parce que la santé mentale, en général, c'est juste le bien-être émotionnel. Mais la santé mentale au travail, c'est carrément autre chose.
c'est un Mhm. environnement qui te permet, comme Modestine l'a souligné tout à l'heure, un environnement qui te permet de déployer tes ailes, tu vois. Un environnement qui te permet d'être productif, mais Mhm. dans le même temps d'avoir des moments de pause. C'est un environnement qui, c'est un état d'esprit, on va dire ça, qui te permet en tant qu'individu de Mhm. pouvoir respirer, même quand tu as des deadlines, tu vois, d'éviter Ouais. le stress chronique de je veux être parfait, je ne veux pas décevoir, je veux être performant, mais être toujours dans la performance sans s'oublier soi-même. Et la deuxième question, c'est pour Wilhelmine. Quel est votre point de vue professionnel en tant que psychologue clinicienne, en tant que professionnel du domaine de la santé mentale? Selon vous, pourquoi est-ce qu'on a du mal encore à considérer la santé mentale comme une priorité professionnelle? Je veux dire, on a peur d'ailleurs même à la limite de dire qu'on ne va pas bien mentalement parce que on va nous juger peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi tout ça en fait? Pourquoi est-ce on a ce mal-là à considérer la santé mentale comme une priorité professionnelle autant que même bien performer, autant que avoir un bon salaire par exemple? D'accord. Merci beaucoup, Modestine. C'est une très belle question, mais j'aimerais vraiment d'abord rebondir sur ce qu'on vient de dire Jay-Z sur la définition de la santé mentale. C'est bien, la santé mentale est un état de bien-être, mais aussi c'est pouvoir surmonter les tensions normales de la vie, mais aussi pouvoir accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Donc c'est pas seulement l'absence du trouble mental, mais aussi, la capacité de faire face, aux difficultés de la vie quotidienne. Mais surtout dans le monde du travail, c'est aussi, le fait de fonctionner de manière productive, et aussi la capacité d'entretenir des relations sociales et à participer à la vie collective. Et pour, retourner sur, ma question que je vais répondre, donc de manière générale, on constate que, la santé mentale est souvent reléguée au second plan, voire ignorée, hein, à cause des tabous persistants, surtout dans notre culture africaine, de la stigmatisation et aussi d'un manque de sensibilisation vraiment de ce que c'est la santé mentale. Alors, la connaissance en milieu, professionnel, cette santé mentale se heurte à des peurs profondément enracinées, vraiment, dans notre culture, quoi, dans cette culture. Il y a notamment la peur d'être perçu comme fragile, il y a la peur de perdre sa place ou encore, d'exposer une part de soi jugée inadaptée. Alors, comme dans de nombreux environnements, la culture dominante dans les nombreux environnements du travail, ils valorisent vraiment la performance, l'endurance et l'effacement de soi, quoi. Et on a vu que malheureusement dans ce contexte-là, la souffrance, psychique devient quasi invisible. C'est cette invisibilité-là, heu, qui génère, du silence, de la honte et parfois une forme de violence institutionnelle dissimulée sous le masque de la résilience attendue. Alors, ça va vraiment au détriment de profond de la santé mentale des individus. Merci, Wilhelmine. Donc, la peur, la culture, est-ce qu'ils ne diront pas, on a longtemps grandi dans une culture où parler de santé mentale, c'est directement, dès que je dis je vais pas mal mentalement, on s'attend à ce que l'instant d'après, je me déshabille et je commence par courir les rues nues. Je sais pas. Donc, santé mentale, c'est pour les gens, ça a été longtemps en Afrique synonyme de fou.
de folie, en fait. Ça a été Ouais. longtemps synonyme de euh, dysfonctionnement. Je sais que c'est un dysfonctionnement, mais beaucoup plus criard. On voit la santé mentale comme un problème, en fait, géant une maladie dont il faut avoir honte, un peu comme le sida. D'ailleurs, les gens n'ont plus honte du sida, mais on voit ça comme un mal à cacher. Il ne faudrait pas que les gens sachent que je ne vais pas bien mentalement parce que sinon, ils risquent de me juger, ils risquent de me voir pour faire. Et encore là, comme vous l'avez dit, la peur de perdre sa place. Est-ce que si j'expose cette vulnérabilité-là, on me qualifiera pas comme non qualifié, désolé pour la tautologie, non qualifié pour le poste? Est-ce qu'on ne dira pas que je suis fragile? Les entreprises mettent souvent dans les offres d'appel résilient, aiment les challenges. C'est bien beau, mais si en même temps on piège, c'est comme Wilhelmine l'a dit, une expression, des expressions qui sont utilisées pour nous faire taire et nous faire crouler sur une charge de travail pas humaine. Et on nous demande de nous taire au nom de la résilience, on demande de nous taire au nom de l'amour du challenge, on demande de ne pas poser des limites parce que oui, on est résilient, donc quand des difficultés viennent, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire, pas se plaindre, mais on ne peut pas dire non, c'est difficile, on ne peut pas être vulnérable tout court. Être vulnérable est conçu comme mal. Et on a longtemps grandi dans cette culture. Elle demeure d'ailleurs, elle se dissipe très, très, très difficilement. La question que j'ai posée, c'était pourquoi elle pense que la santé mentale pourquoi la santé mentale a encore du mal à être vue, à être une priorité professionnelle. Et sa réponse était qu'il y avait des facteurs sociaux, des facteurs culturels et la perception, la peur en fait d'être perçu comme faible, perçu comme inadéquat pour notre poste. Et voilà, et que les entreprises se cachent souvent sur l'expression de résilience pour pousser les employés à bout, à un si grand bout qu'ils sont épuisés mentalement, mais qui n'ont même pas le droit de se plaindre. Donc, leur mal-être est silencieux parce qu'ils ont honte et peur d'être jugés. Merci pour l'éclaircissement, Wilhelmine. Ma prochaine question, Jésilia, je veux bien t'entendre cette fois-ci. Est-ce que on veut voyager avec toi dans ton passé peut-être et Oh. savoir si tu as déjà vécu un moment où tu as dû poser des limites claires pour protéger ton bien-être. Comment est-ce que cela a été perçu? Euh, en exemple, euh, on boss qui t'appelle à 23 heures pour demander un travail urgent, par exemple, alors que tu es peut-être en week-end avec la famille ou dans un moment. Est-ce que tu as déjà eu ces moments-là? Comment tu as posé tes limites sans être perçu? Peu importe comment tu as été perçu, comment tu as posé cette limite et comment l'interlocuteur en face de toi a réagi. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Alors, je dirais que beaucoup d'entre nous, nous avons vécu ça, hein. Même si on ne l'extériorise pas forcément. C'est un peu dans notre culture de ne pas s'affirmer parce que ce qu'on nous a appris à la base, c'est va à l'école, obtiens de bonnes notes, ensuite trouve un travail. Limite, certains enfants, quand ils s'exprimaient trop, leurs parents leur frappaient la bouche. C'est vrai que avec les temps modernes aujourd'hui, ça change un peu, mais c'est un mal qui est vraiment enraciné. Je pense qu'il nous faudra encore un peu plus de temps pour dégager le passage. Et oui, pour répondre à ta question, oui. J'ai vécu ce genre de choses-là, oui. Mais il y a un particulièrement qui m'a choquée. En fait, c'était dans une société où je venais d'arriver dans la société. Et tu sais, quand on arrive dans une société, on se met vraiment à carreau, on essaie de plaire à tout le monde, de faire les choses bien pour ne pas être critiqué parce que tu viens d'arriver quand même. Tu vas pas vouloir trop t'agiter, histoire qu'on te donne déjà un nom, qu'on te catégorise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, j'ai essayé de jouer la fille gentille et j'avais beaucoup de travail. Ce que j'ai remarqué, c'est que on me remettait beaucoup de travail. Au début, pour moi, ça allait. Je me disais que c'était normal, tu vois, d'avoir une charge de travail comme ça. Je me disais que j'allais apprendre. Je me disais que j'allais apprendre. Et des mois passés, j'ai remarqué que j'étais pratiquement la seule à faire tout le travail. J'étais pratiquement la seule à faire le travail de beaucoup de personnes. Et c'est arrivé à un point où j'avais l'impression que tout était important autour de moi, sauf moi.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit stop. Je suis allée voir mon supérieur hiérarchique et je lui ai dit, bah, je me suis retrouvée à faire le travail des autres. Ce n'est pas dans mes prérogatives de faire tant, 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 mais me voici en train de faire ça. J'aimerais que ça cesse. J'aimerais que les choses changent. Et comment ça a été perçu par les autres? Je pense qu'ils n'ont pas aimé. Les personnes dont j'étais devenue, entre griffes, la servante, n'ont pas vraiment aimé que je m'affirme ainsi. Mais il faut avouer que vraiment, c'était le dernier de mes soucis. Parce qu'à ce moment-là, je pense que je me suis choisie moi. Quelque part, se dire non aux autres, c'est une manière de te dire oui à toi-même. Et c'est ce que j'ai fait à cet instant-là. Je me suis choisie et en quelque sorte, je me suis donné du respect. Et les autres ont suivi, en fait. Parce que si tu ne te choisis pas, les autres ne le feront pas. Plus tu te donnes du respect, plus les autres, pardon, te donneront du respect. Donc, c'est comme ça que je suis sortie des dents. Vite, comme ça. Sharp. Pardon. Plus tu te donneras du respect, plus les autres t'en donneront. Absolument. Connaître sa valeur, c'est très important. Merci pour ce partage-là. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup de jeunes. Il y en a même qu'on ne paie même plus, hein, sous le prétexte de il faut apprendre, vous devez apprendre. On fait faire tout un travail sans même vous payer. Et c'est beau de savoir que tu t'es choisi toi-même, comme tu l'as dit, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Merci pour ce partage. La prochaine question, c'est pour Wilhelmine. Et ma question, c'est celle-ci, Wilhelmine. En quoi on a parlé, notre thème, c'est la santé mentale comme compétence clé du 21e siècle. J'aimerais savoir, en tant que professionnel, en quoi nous diras-tu, Wilhelmine, que la santé mentale est une compétence clé à développer? Un peu comme le développement, apprendre une nouvelle langue, je ne sais pas, n'importe quoi. Bah, d'accord, merci. Bah, développer sa santé mentale implique des capacités telles que la gestion du stress, la régulation émotionnelle, l'adaptabilité, la conscience de soi et surtout ce que vient de dire Jay-Z, et savoir poser des limites, mais des limites saines. Alors, vous serez d'accord avec moi que ces compétences sont vraiment essentielles, mais surtout dans le monde du travail actuel, marqué par l'incertitude, les transformations rapides, surtout technologiques, et aussi la compétition et les charges émotionnelles intenses. Donc, la santé mentale n'est pas un état figé, ni préservé ou réservé à certains. C'est un processus dynamique. On aime vraiment dire que la santé mentale c'est un continuum. Du coup, comme toute compétence, elle nécessite un apprentissage, de l'entraînement et surtout des ressources. Qu'il s'agit d'apprendre à se rencontrer intérieurement avec honnêteté, ça c'est très important, à reconnaître ses limites, comme Jay-Z l'a fait, à nommer ses besoins et à cultiver un équilibre personnel et soutenable, quoi. Donc, du coup, la cultiver permet non seulement d'améliorer le bien-être individuel, mais aussi de renforcer la performance collective de manière durable. Merci. C'est Wilhelmine. Apprendre à poser ses limites. Comme disait, elle a dit, on a grandi dans une culture où quand on parle trop, on frappe sur la bouche. Tu dis quoi? Même parfois, quand il y a récemment
en homme qui disait qu'on a grandi dans une culture qui tue la curiosité, qui tue le dynamisme des enfants, qu'on te confie une tâche et que tu demandes pourquoi, juste pour comprendre, on te bastonne dans le pire des cas et au meilleur des cas, on t'insulte. Et on a grandi dans une culture qui nous apprend en face de l'autorité à ne pas s'affirmer, à être des bénis, oui, oui, à dire tout le temps oui, parce que c'est l'autorité, quoi. On dépend d'elle. On nous a fait voir le fait de s'affirmer comme manquer du respect à la personne qui est en face de nous. Et donc, on a été obligé de tout garder en nous, d'être silencieux parce que ça arrangeait l'autre. On pensait en fait que euh, être silencieux, après, à un moment, ils nous ont fait croire que être silencieux, c'est la marque des grands. Donc, quand tu as mal, tu te tais, genre, tu restes silencieux juste pour montrer que oui, tu maîtrises tes émotions. Alors que ce n'est pas ça. Donc, un peu comme apprendre à parler le mandarin, par exemple, il faut qu'on apprenne dans une culture, on n'a pas été habitué à le faire dès l'enfance, à s'affirmer, à savoir dire non, même quand on a peur, à savoir dire non quand on voit que là, quelque part, on est en train d'être détruit intérieurement par tous les oui qu'on a dit jusque-là et que pour une fois, il faudrait dire non pour son propre bien, se choisir. Comme Jésus a dit, il faut apprendre à se donner de la valeur. C'est tout un tas de... Un peu comme quand je veux apprendre le mandarin, encore une fois, on me dira il faut apprendre des règles de grammaire, il faut apprendre l'orthographe, il faut apprendre des caractères. Il y a tout un tas de connaissances clés à apprendre. La santé mentale, c'est comme ça, on ne se lève pas du jour au lendemain pour maîtriser tout sur la santé mentale, c'est un processus. Et c'est bien de savoir quels sont les signaux qui m'alertent que je ne vais pas bien mentalement, quand est-ce que je dois savoir dire non, quand est-ce qu'il faut prendre une pause. Tout ça, ce sont des trucs à apprendre. Et merci pour votre éclaircissement de professionnel, Wilhelmine. The next question is for Gisiliat. Je vois dans le chat qu'il y a déjà une question pour toi. On va la prendre dans la session de questions-réponses. Et voilà la question que je te pose moi. Quelle est cette astuce-là qui t'aide à gérer le stress ou la pression dans ton quotidien professionnel? On sait que le monde professionnel, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans les moments de bas, dans les moments de haute pression, comment tu fais pour maintenir le calme en termes, parce qu'on l'a dit au début, il faut être bien à l'intérieur pour donner le meilleur de soi dans son boulot. Merci pour cette question. Et donc, comme tu l'as dit, le stress, tout le monde connaît, hein, quel que soit le domaine d'activité. Le stress, parfois, il vient en costard, cravate les lundis matin, parfois en jogging, hein, les dimanches. Et donc, ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est de ne pas vraiment considérer le stress comme... ce n'est pas une limite. J'ai plutôt essayé de considérer ça comme un allié, tu vois. Et ce que je fais, c'est que quand, par exemple, j'ai une réunion, je veux parler en public, ou même avant de monter sur le plateau de mon émission, ou quand j'ai un truc important à faire, c'est que je prends 3 minutes, 5 minutes pour respirer. Enfin, ce n'est pas vraiment la seule chose que je fais, c'est tout un tas de choses que je vais essayer d'expliquer maintenant. Je prends le temps, 3 minutes, pour me dire, je ne suis pas parfaite, you're not perfect, okay? You don't have to be perfect. You just need to be you, to give your best. I think that's what really matters. Donc, j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai juste besoin d'être moi dans toute ma splendeur et ça devrait suffire. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore la musique, j'aime chanter. Et donc, j'aime chanter. Et donc, quand c'est chaud, je chante. Ou quand je n'ai pas envie de chanter, j'écoute d'autres musiques. J'écoute beaucoup de la musique soul, en tout cas toutes les musiques qui parlent à l'esprit, des musiques douces de préférence. Donc, c'est vraiment ça. Et par excellence, ce que je fais, c'est prier. Vous savez, tout est énergie, absolument toute énergie. Et la spiritualité, quel que soit ce qu'on fait, on ne devrait pas la négliger. Moi, avant de commencer à parler, je dis A'ouzou billahi minash shaitani rajim parce que je suis musulmane.
Je dis toujours ça. Je dis toujours ça. Et quand le stress est trop fort là, bah, je récite des sourates. C'est ça, c'est vraiment ce que je fais. Et parfois, attends, il y a cette technique-là qui marche à tous les coups. Quand tu es trop stressé, compte à l'envers. Voilà, ça marche à tous les coups. Le truc, c'est qu'en fait, ton esprit ne peut pas faire deux choses à la fois. Ton esprit ne peut pas être en train de stresser et compter à l'envers. Et donc, à l'instant présent où tu choisis de compter à l'envers, c'est-à-dire 10, 9, 8, 7, ainsi de suite, ton esprit, tu obliges ton esprit à choisir ça. Tu obliges ton esprit à faire ça et tu vas remarquer qu'avant d'arriver à zéro, bah, tu te serais un peu calmé quand même. Donc, voilà, c'est basically tout ce que je fais. Merci, Jessilia. Donc, pour résumer, il y a la respiration qui est très importante pour se calmer pour Jessilia. Il y a la musique. Quand elle ne chante pas, elle écoute de la musique, de la bonne musique, de la musique douce pour calmer son esprit. Il y a la spiritualité. Jessilia pense que la spiritualité, quoi qu'on fasse, devrait être au cœur de nos actions, au cœur de tout ce qu'on fait et tout, parce que tout est énergie. Merci. La prochaine question, c'est quels signes subtils peuvent indiquer qu'on est en train de s'épuiser mentalement? Parce que la santé mentale, je me dis, avant que ça n'explose au point où on a besoin d'être interné et tout ça, ça commence quelque part. Comment on sait que, attention, il faut faire attention à sa santé mentale? Bah, vous savez, Modestie, l'épuisement psychique ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Elle s'installe souvent de manière progressive à travers des effondrements silencieux du quotidien, notamment la perte d'intérêt, la fatigue persistante, l'irritabilité accrue, et difficulté de ressentir du plaisir, les troubles du sommeil, le désengagement ou encore euh, le cynisme inhabituel. Mais il y a aussi procrastination, je ne sais pas comment on appelle ça en français, procrastination. Ces signaux sont des fois subtils et peuvent passer inaperçus ou sont minimisés ou irrationalisés ou rationalisés, pardon. On va dire je suis fatiguée, je me sens paresseuse aujourd'hui, ou oui, dans les minimiser comme ça, quoi. Pourtant, sont ces petits euh, symptômes qui méritent vraiment notre attention, car ils précèdent souvent des phases plus critiques. Alors, dans ces moments-là, bah, savoir s'écouter, quoi, savoir écouter ces faibles signaux, bah, c'est déjà se prendre au sérieux avec bienveillance. Parce que, vient dire Jay-Z et vous, c'est vraiment important parce que quand on s'écoute vraiment sérieusement et on sait ce qui marche pour nous, ce qui fonctionne pour nous pour déstresser, pour se calmer, pour recentrer, bah, c'est vraiment très important. Et bah, ce qui peut marcher pour vous peut être différent pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il faut euh, vraiment faire bah, ce travail vraiment intérieurement pour savoir ce qui marche pour nous. Et je ressouligne encore, vraiment se prendre au sérieux. Merci. Merci beaucoup, Wilhelmine. C'est drôle parce que le dernier article que j'ai écrit dans le cadre du Alumni Residence, je parlais des signaux qui ont précédé mon burn-out, mais que j'ai ignoré. Et c'est littéralement tout ce que Wilhelmine vient de dire. J'ai commencé par ne pas avoir envie d'aller au boulot une fois par jour, par semaine. Après, c'est devenu 2 fois. Et avant que je m'en rende compte, c'était tous les jours. Voir le bâtiment de mon boulot littéralement me donnait des crises d'angoisse, je vous promets. Puis, j'ai trouvé mon réconfort dans les larmes, dans la nourriture. À essai, je mangeais tout le temps et quand il n'y a plus de nourriture, je pleurais et quand j'en avais marre de pleurer, je mangeais. J'ai pris plus de 10 kilos en un mois et j'allais en roue libre, quoi.
j'aimais bien être appelée foodie parce que on a rendu beau, bien on a romantisé le fait de trop manger et tout. Et je n'arrivais pas à comprendre que j'avais mon corps, mon mental, il me lançait des signaux d'alerte. Je prenais ça comme oui, c'est bon, j'ai mangé et tout. Et il y avait tellement de choses, j'arrivais pas à dormir la nuit. Écoutez, peu importe comment je suis fatiguée, je me couche, mais j'arrive pas à dormir. Ou peut-être que je dors et je me réveille 1 heure après, le cœur battant pour rien. Je comprenais pas ce qui se passait. J'allais à l'hôpital littéralement 2 fois par mois. Et le diagnostic était toujours le même. Tout va bien, tu n'as rien. Les analyses sanguines ne montraient rien. Pourtant, les signaux étaient là. J'étais fatiguée, j'étais ballonnée, je faisais des malaises tout le temps. Je doutais de la compétence des médecins, je vous disais, parce que les gars, vous êtes sûr que vous êtes médecin, je doute, hein. Je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous dites que je ne suis pas malade, mais je sais que je suis malade. Je le sens dans mon corps pourtant. Il a fallu que, à un moment donné, il y ait un déclic quelque part, que je comprenne que, attention, peut-être que ce n'était pas mon corps le problème, la source venait d'ailleurs, que j'essaie de remonter. Et comme Wilhelmine l'a dit, je me suis écoutée, j'ai appris à m'écouter, à comprendre qu'est-ce qui déclenchait tout ce mal-être-là qui se répercutait sur mon physique. Et avec la grâce de Dieu, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Jessiliat, est-ce que tu as déjà été dans un environnement de travail où parler de santé mentale était encouragé? Si oui, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Sinon, comment tu y as fait face? Merci encore pour la question. Et je vais dire oui et non. Oui et non, parce que, disons que l'environnement de travail dans lequel je suis actuellement, ce n'est pas comme si on parlait de santé mentale en tant que telle, mais ça reste un environnement très respectueux de ma personne, très respectueux des efforts que je fournis. J'ai eu la chance enfin, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui comprennent quand je dis que je suis fatiguée ou que je n'ai pas vraiment, tu sais, moi, je rédige beaucoup parce que je dois faire des chroniques. Donc, quand je n'ai pas l'inspiration, c'est que j'ai pas l'inspiration. Je peux forcer du matin jusqu'au soir. Parfois, la fois où j'ai voulu forcer, I ended up having a headache. J'avais mal à la tête, j'avais pitié de moi-même. Et non, parce que ça m'a soulagée d'avoir des amis, parce que, tu vois, l'environnement dans lequel je suis, c'est plus mes amis qui me supportent. Mon supérieur hiérarchique n'en a vraiment rien à foutre que je ne me sente pas bien. Mais j'ai la chance d'avoir des amis à l'intérieur qui comprennent. Quand je dis que je suis fatiguée, que je ne peux pas réfléchir par rapport à quelque chose, ils m'aident. Et en quoi ça m'a soulagée, je dirais que je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Tu vois, je n'avais plus besoin d'être la femme la plus performante, you know, la gote en fait. Et donc, ça m'a permis de décharger un peu mon poids et, tu vois, d'être vraiment épanouie dans ce que je fais, d'éviter la procrastination et de me donner à fond, surtout parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi, tu vois. Je sais qu'il y a mes collègues qui ne m'abandonneront pas et je sais que je dois les rendre fiers. Tu vois, c'est vraiment un couteau qui est à double tranchant. Ça te permet de te donner à fond parce que you know that the people are watching you. You have to give your best. You don't have to kill yourself at giving your best, but you still have to give your best because those people, they got your back and you have to guard them too at a point. Donc, c'est ça. Merci, Jessilia. Wilhelmine, ma question, c'est que peut-on faire concrètement quand on sent qu'on va mal, mais qu'on ne veut pas faire de vagues? On a parlé tout à l'heure du stigma de la société qui perçoit les questions liées à la santé mentale comme des mots, comme des
troubles mentaux, mais en mode folie, où on se promène dans la rue, nuit et tout. Quand je sais que je ne vais pas mal mentalement, je ne vais pas bien mentalement, j'ai identifié les signes, je sais que oui, je ne vais pas bien mentalement. Qu'est-ce que je fais? Bah, alors, bah, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est vraiment, il devient essentiel vraiment de créer un espace intérieur sécurisé. Bah, cela peut passer euh, par des petits rituels de recentrage, notamment la respiration, l'écriture ou contact avec la nature, ou par des ressources discrètes. Euh, la lecture, ou si vous avez des moyens ou vous vous sentez capable, pourquoi pas du soutien professionnel qui est confidentiel. Euh, mais surtout une reformulation douce de ses besoins. Tout à l'heure, on a parlé de poser des limites, des limites claires et saines, prendre des vraies pauses, exprimer ses ressentis de manière indirecte mais explicite peut déjà faire vraiment une différence. Donc, ne pas faire des vagues comme vous venez de le mentionner ne doit pas signifier de s'abandonner à à la noyade. Il est toujours possible de choisir de faire des petits ronds dans l'eau pour créer un mouvement intérieur, même discret, mais qui peut sauver la vie, quoi. Ne pas faire des vagues, ça ne veut pas dire s'abandonner à la noyade. Je pense que je vais utiliser ça plus souvent. Ça fait chic. Merci pour le tuyau. Et oui, pour résumer, ce n'est pas parce que je ne veux pas crier sur tous les toits que je vais mal mentalement, que je ne dois rien faire face à ça quand ça ne va pas. William a parlé de se reconnecter avec la nature, faire des marches, ça aide beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de laisser mon téléphone ou tout outil digital et de marcher autant que je peux, d'observer les gens sur mon chemin. Ça m'aide beaucoup, ça me soulage. J'ai l'habitude d'écrire beaucoup aussi. Je sais pas le nombre de carnets de notes que j'ai, mais j'en ai tellement, j'arrive plus à compter. Écrire, et quand on a les moyens, se fait suivre par un professionnel. C'est toujours bien d'avoir une oreille attentive. Et moi, par exemple, mon problème, ce qui fait que je ne parle pas ou qui me fait peur de parler, c'est à qui tu auras parlé et que la personne ne verra pas. Peut-être tu en fais trop, mais c'est rien en fait. On a cette perception qu'on est dans une situation de mal-être mental que peut-être que je suis celle ou celui qui exagère. Donc, à qui je veux en parler sans que la personne ne voit que, en fait, Modestine, tu exagères, c'est pas si grave que ça. It's not that deep, comme ils aiment si bien le dire. Ou bien, à qui on parlerait tout pour qu'après, la personne n'aille pas l'utiliser comme une arme contre toi, peut-être le dire à une autre personne alors que tu voulais juste que ce soit un secret entre vous deux. Donc, dans ces cas-là, quand on a les moyens, c'est bien de voir un professionnel. Mais si on ne peut pas, c'est aussi bien d'écrire. Écrire, ça soulage beaucoup. Ou de parler à Dieu, comme je le disais, de la spiritualité, parler. Il écoute toujours, c'est son ami fidèle. So, Jessica, si tu avais une jeune professionnelle devant toi qui te dit comment je fais pour préserver ma santé mentale dans ce monde professionnel, dans cette jeune professionnelle, quel conseil lui donnerais-tu? Euh, quel conseil je lui donnerais? La vie, c'est la jungle, ma chérie. Et le milieu professionnel encore plus. Euh, ce que je lui dirais, c'est écoute ton esprit comme tu écoutes ton corps. Parce qu'en fait, quand on a faim, on sait, n'est-ce pas? Et donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui change, il y a des petits signes. Parfois, on ne fait pas attention à ça. Justement parce qu'on n'a pas été paramétré à faire attention à ça. Combien de fois on a dit ça va alors que ça n'allait pas? Juste pour paraître normal. Comme si exprimer qu'on n'allait pas bien faisait de nous quelqu'un d'anormal. Je pense que
il faudrait normaliser le fait de ne pas se sentir bien. It happens. Ça arrive. Et que, quelle que soit, Alpha, quelle que soit ta situation monétaire, quel que soit, quel que soit comment tu penses que la vie est gracieuse envers toi, à certains moments de ta vie, dans ton travail ou dans n'importe quel autre domaine, tu pourrais te sentir mal. Et donc, il faut vraiment suivre les conseils que Wilhelmine avait donnés déjà. Je ne vais pas les répéter. Parler à quelqu'un. Au lieu de dire ça va là, exprime-toi, ma chérie. Parce que c'est important. C'est important de s'exprimer. C'est important d'extérioriser ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que c'est ce qu'on garde à l'intérieur qui nous tue petit à petit. Et la santé mentale est un muscle. Il faut l'entraîner. C'est un réflexe qu'il faut avoir chaque jour. Il faut essayer de s'écouter, de savoir ce qui ne va pas. Quand tu as l'impression que tu t'étouffes, faut que tu essayes de comprendre pourquoi. Quand tu as l'impression d'avoir mal à la tête alors que tu n'as rien. Quand tu as l'impression de te réveiller tous les matins et que ton monde est bizarre. Il faut que tu puisses te refaire une santé. Faut que tu puisses te demander qu'est-ce qui se passe. Il faut écouter son esprit autant qu'on écoute son corps. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe qui et à moi-même d'ailleurs. Écouter son esprit autant qu'on écoute son corps. C'est assez profond. Et je retiens de ce que tu as dit qu'il faudrait qu'on sache que nos émotions sont valides. C'est normal de ne pas se sentir bien. C'est normal de se lever un jour et de n'avoir envie de rien faire. Ça ne fait pas de nous des moins que rien. Ça ne fait pas de nous des incompétents. Ça ne fait pas de nous des extraterrestres. Au contraire, c'est tout ce qui fait en fait notre humanité qui est là. Ces moments de haut et ces moments de bas. Et donc, à Jésiliat, à Modestine et à tous les invités qui sont là, à tous les participants qui sont là, apprends à écouter ton corps ton esprit, pardon, comme tu écoutes ton corps. Et au-delà de tout, apprends à, à identifier les signaux que ton corps, ton esprit t'envoie pour te dire ça ne va pas. Et il ne faut pas être sourd à ça, en fait. Il ne faut pas être sourd à ça, il ne faut pas être sourd à ça. Il faut savoir prendre des pauses pour se faire face en toute honnêteté. Je pense que c'est l'exercice le plus difficile, pouvoir se faire face et se dire ça ne va pas et se dire les vérités, se parler cash à soi-même. C'est difficile et il faudrait qu'on puisse le faire parce que c'est comme ça qu'on préserve notre santé mentale. Dernière question et on passera au Q&A, c'est à Wilhelmine. Quels leviers les entreprises ou écoles peuvent-elles activer pour faire de la santé mentale un pilier de développement professionnel? Vous savez, à l'école, on nous apprend, comme je disais, elle a même dit à l'entame, va à l'école, aie ton diplôme, étudie bien, aie ton diplôme, décroche un bon boulot. On nous apprend à l'école comment écrire un bon CV. Ça, c'est même récemment qu'ils ont commencé par nous l'apprendre. Comment écrire un bon CV, comment être bien dans les entretiens d'embauche. Mais personne ne nous dit en fait comment survivre dans la jungle du milieu de l'emploi. Comment naviguer les politiques en fait, c'est toutes ces politiques cachées, ces règles non dites là qu'il y a dans le milieu de l'emploi. Comment faire à tout ça? Personne ne nous dit ça. Et en tant que jeune professionnel, jeune diplômé, on a des rêves qu'on a peut-être pris à la télé dans ces séries ou ces films qui nous font miroiter un environnement de travail où tu es tout le temps le boss, tu es tout le temps apprécié. On rentre dans le milieu professionnel et c'est un crash. On se rend compte que la réalité, à part de tout ce qu'on pensait, c'est carrément différent. Et ça fait mal. C'est brutal comme réveil. Certains ne s'en remettent pas avant très longtemps. Et tout. Quels sont les leviers que les écoles, d'abord et ensuite les entreprises peuvent-elles activer pour faire de la santé mentale un pilier du développement professionnel? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question aussi. Je dirais, il faut vraiment d'abord un changement de regard, un changement de perspective. Ne pas s'abandonner au tabou, à la stigmatisation. Considérer la santé mentale non pas comme un problème à résoudre, mais comme
une richesse humaine à cultiver. Cela suppose la formation des encadrants, des managers et l'intégration de la santé psychologique dans les politiques de prévention. Parce que des fois, on a vu que la stigmatisation est vraiment institutionnelle, quoi. Il est au niveau institutionnel. Alors, avoir des politiques euh, de prévention, avoir l'accès à des professionnels compétents, ainsi que la normalisation des émotions, de la vulnérabilité dans les relations de travail, c'est aussi important. Il s'agirait aussi il s'agit aussi d'un engagement éthique et structurel au service d'un événement professionnel à la fois humain et durable. Merci. Merci beaucoup, Wilhelmine. Donc, comprendre que la santé mentale, ce n'est pas euh, un problème, mais plutôt un atout, un asset to leverage. Merci. Et je pense, je ne sais pas s'il y a des leaders d'école ici, mais si on n'a pas, je pense que chacun d'entre nous, nous en connaissons il faudra leur dire ça. C'est important. Et pour les différents responsables d'entreprise ici, soyez ceux-là qui sont piliers ou pionniers de cette politique d'entreprise ou de cet environnement d'entreprise où la santé mentale, parler de santé mentale ou même prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe. C'est ça, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité de nos jours. Tout évolue tellement vite. Il y a la compétition qui est euh, assez importante. Et le minimum qu'on puisse faire, c'est de s'assurer qu'on ne se perde pas en chemin. La première question que nos participants ont, c'est à l'endroit de Jeziliat. Et la question, c'est par rapport à ton expérience où tu faisais le boulot de tout le monde, comment tu te serais comporté si, pendant que tu faisais les tâches hors de tes prérogatives, tu ajoutais des compétences, donc tu gagnais en compétences. Est-ce que tu aurais, je pense que la personne voulait demander, est-ce que tu aurais toujours été voir ton superviseur pour lui dire stop ou qu'est-ce que tu aurais fait? Euh, Merci pour la question. Merci à la personne qui a posé la question. Alors, en fait, comment expliquer ça? Ça part du fait qu'à un moment, j'étais surmenée mentalement parce que je devais faire euh, mes propres tâches et en même temps, j'avais d'autres tâches en plus. Ça devenait lourd pour moi. Tu vois, j'avais l'impression d'être en prison. J'avais l'impression que tout autour de moi était important. Je l'avais dit précédemment, sauf moi, tu vois. Il y avait des deadlines, on me pressait pour finir les choses et j'avais plus du tout de temps pour moi. Donc, même si j'apprenais, parce que à partir du moment où tu ne trouves plus du plaisir à faire quelque chose, moi, j'ai un mantra. Mon mantra, c'est, you know, I will forgive you for everything that you do to me. Je te pardonnerai pour tout ce que tu fais pour moi. But the moment what you're doing is jeopardizing, is compromising my peace, I will quit. Même, en fait, à partir du moment où tes actions euh, compromettent ma paix intérieure, en fait, je vais te jeter. Littéralement, en fait. Vraiment, j'abandonne. C'est-à-dire que je vais me choisir moi et te laisser. Parce qu'à la fin, tu vois, si moi je meurs de surménage, la vie continue. Le jour où je quitte ce monde, le monde ne s'arrêtera pas. La Terre n'arrêtera pas de tourner, de faire son cycle. Et le truc, c'est que moi, je serai partie et les autres continueront leur vie tranquillement. Certains pleureront. C'est quoi? C'est une semaine, 2 semaines, 3, un mois pour les personnes qui m'aiment beaucoup. Mais le reste du monde va continuer à vivre. Et donc, je ne peux pas apprendre des trucs au détriment de ma propre santé. Je ne peux pas accepter
rester, même si j'étais en train d'apprendre. À partir du moment où ça touche ma paix intérieure, moi, j'abandonne. C'est tout. Donc, quand le prix, c'est ma paix intérieure, c'est que c'est trop cher pour moi. I cannot C'est afford trop it. cher, c'est trop cher. En vrai. C'est aussi simple que ça. Merci. Je pense que Nick aime ma réponse à sa question. Et la deuxième question, c'est toujours de Nick M, mais cette fois-ci à Wilhelmine. La question, comment différencier que le stress, le manque d'intérêt, la procrastination est due au travail ou à un manque de connaissance de soi? D'accord. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question. C'est une question vraiment intéressante. Mais je veux revenir sur ce que nous avons parlé tout au long de cette discussion. C'est vraiment prendre un moment de vraiment se poser des questions intérieurement. Et ça va de soi, dans le stress, il faut se demander quand est-ce que je ressens ce stress? Est-ce que c'est quand je suis au boulot ou c'est quand je suis à la maison ou c'est quand je me pose des questions sur le futur, sur, sur ma vie personnelle, quoi. Alors, si le stress s'intensifie au boulot, si, euh, si tu penses au boulot et que t'as pas vraiment envie de rien faire, tu procrastines, tu te sens fatigué d'un coup, tu te sens irrité, c'est que le stress est dû au boulot. Et si tu sens que le stress vraiment reste, même quand tu es, en vacances, que tu es dans ta vie vraiment, c'est que il y a vraiment un manque, euh, un autre manque, quoi, qui est personnel, qui n'a rien à voir avec le boulot. Alors, ça peut arriver que les deux se mélangent parce que le stress au boulot peut même euh, se traduire dans ta vie personnelle. C'est pour cela que c'est vraiment important de faire cette introspection et se demander vraiment qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui me manque là. Qu'est-ce que, comme Jessie l'a dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que mon esprit essaie de me dire. Ouais. Merci beaucoup. Donc, il faudrait encore une fois, la question de s'écouter revient. Il faudrait faire attention à soi et savoir à quel moment mon stress, ma pression est déclenchée. À quel moment je procrastine plus mes tâches. Est-ce que ce sont des tâches qui ont rapport au boulot que je procrastine? Est-ce que ce sont des tâches qui ont rapport à ma vie personnelle, mon avancement, mes projets personnels que je procrastine? Est-ce que c'est la pensée du futur personnel? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par exemple quand je pense au mariage avec mon partenaire actuel que je suis stressée? Ou est-ce que c'est quand je pense à mon avenir dans mon entreprise actuelle que je suis stressée? Donc, tout ça peut être des indicateurs pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui est vraiment la raison, bien qu'est-ce qui est vraiment ce qui nous stresse. OK? D'où vient le stress? Merci. Merci Wilhelmine. Je pense qu'à la fin, on va donner l'opportunité à Nick M de vous dire personnellement merci parce que ce sont des pépites que vous êtes en train de nous donner. La dernière question est pour Jay-Z Liat. Comment te serais-tu comporté? Je pense que c'est une question qui se répète. On avait déjà répondu à cette question, mais je pense qu'il a voulu insister. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y en a qui ont d'autres questions. Ou sinon, j'aimerais bien que vous venez, je vais prendre deux, trois personnes pour nous dire vos ressentis par rapport à l'événement. Est-ce que vous avez appris des choses? Si oui, quoi, très rapidement, en une minute par personne. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien se prêter à l'exercice? Si oui, juste levez la main et on vous donne la parole. OK, arrive. Donc, pendant qu'Arif parle, on va attendre les autres. Faouzat. Je vais donner la parole à Arif et tu me diras ce que tu as appris et ce que tu retiens de cette session très enrichissante.
Ok, déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressante. Après, moi, j'avais une question, je ne sais pas si je peux encore la poser avant de donner mes impressions. Oui, allez-y. On a En encore fait, un peu. vous avez parlé du coup de la santé mentale dans le cadre professionnel, mais sauf que moi, j'avais une question liée à l'entrepreneuriat. Enfin, ça n'a pas Ok. été abordé. Il faut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a une charge de travail qui dépasse la normale des professionnels, en fait. Ça, c'est réel sur nos projets. Et du coup, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on arrive à jumeler le cadre santé mentale à l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que rares sont les entrepreneurs qui souffrent de surcharge de travail. C'est un cas réel, Ouais. mais rares sont les entrepreneurs qui vont l'avouer en fait, qui vont avouer que ça, oui, j'en souffre. Et comment est-ce que on peut se dire qu'on est en baisse de productivité? Parce que quand on est entrepreneur, la baisse de productivité généralement n'existe pas parce que ça enclenche sur nos revenus. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant le côté d'aller voir des professionnels, par exemple les psychiatres. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, généralement, quand on dit je vais voir un psychiatre, c'est que tu es peut-être fou. Ça, c'est rien, vous avez souri parce que c'est normal. Moi, j'ai une C'est amie malheureux, aujourd'hui. en fait. Voilà, j'ai une amie qui est au Gabon, qui était allée voir une psychiatre et son entourage s'est mis à dire, bah non, bah tu souffres de problèmes en fait, t'es folle, ça va pas bien. Et vous, aujourd'hui, en tant que responsable clinicienne, comment est-ce que quels sont les termes que vous pouvez donner comme conseil à ces personnes qui viennent vers vous, à leur entourage, pour pouvoir dire qu'ils sont venus vers vous pour avoir des conseils, etc. Merci. Ok, super. Je pense que les deux questions elles sont adressées à Will Edmin. Donc, on va laisser Will Edmin répondre. Et si Jessie a des ajouts, ce sera avec plaisir qu'on veut l'entendre. Pour résumer, la première question, c'est comment aborder la question de la santé mentale pour les entrepreneurs. C'est bien ça, Arif. Et la deuxième question, c'est comment on fait, on a parlé de ça en fait, du stigma de la société. En Afrique, santé mentale égale à folie, point barre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Il ne faut pas essayer de nous expliquer quelque chose. Santé mentale, c'est juste un joli mot pour dire tu es fou. Comment on fait justement déconstruire cette mentalité-là qu'ont nos parents en Afrique ici? Quels sont vos conseils, D'accord. Wilhelmine? Merci beaucoup. Très bonne question, Arif. La première question est comment, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas, prendre soin de sa santé mentale. Je ne sais pas si... Oui, Oui, parce que c'est ça un peu. Arif dit pour un entrepreneur, si jamais Ouais, en fait, mental. on sait que la santé mentale a un impact direct sur la productivité. Or, pour un entrepreneur, baisse de productivité égale directement baisse de revenus. Et c'est hors de question que les revenus baissent. Donc, on se donne à fond, on se donne à bout jusqu'à écroulement. Comment en fait gérer en fait comment faire la l'équilibre en fait entre notre désir en tant qu'entrepreneur de toujours être performant et notre devoir en tant qu'être humain de préserver notre santé mentale. D'accord. Alors, on est d'accord qu'il y a c'est un cycle comme ça. On aimerait vraiment être performant, mais jusqu'à l'épuisement, quoi. Et après, on retourne au point de départ. On retourne où? Bah, j'ai envie de vraiment avoir du rendement. Je, je mets beaucoup d'efforts, mais après on est épuisé, quoi. Alors, il faut aussi savoir se poser des limites. Des limites, on ne les pose pas seulement aux autres. Il faut savoir vraiment se poser des limites soi-même. Il y a beaucoup de types de limites. Il y a des limites temporelles, le temps. Il faut savoir, c'est important vraiment. Les limites temporelles, ça veut dire le temps, parce que c'est important de se reposer. Parce que si on n'est pas bien, si on n'a pas beaucoup, si on n'a pas bien dormi, on sera pas performant le matin, quoi. Il faut savoir poser des limites physiques. Parce que si on bosse jusqu'à l'épuisement, c'est notre santé physique qui va vraiment souffrir. Et là, on ne sera pas vraiment performant, quoi. Il faut savoir poser des limites mentales. Euh, il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de limites il faut vraiment aussi, comme maintenant, c'est vraiment poser des limites aux autres, il faut savoir aussi se poser des limites
Parce que si on ne se pose pas des limites, c'est nous qui vont souffrir et c'est l'entreprise qui va souffrir aussi. Parce que si on n'a pas vraiment... Parce que ça va de soi. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble. Si on bosse jusqu'à l'épuisement mental, physique, il n'y aura pas de rendement, il y aura pas il y aura pas de résultat, quoi. Et pour la deuxième question, malheureusement, les tabous ils sont vraiment, ils sont, ils sont toujours persistants, ils sont toujours là sur la santé mentale. Parce que j'ai mis la définition de la santé mentale dans les commentaires, mais on ne sait pas vraiment les différencier santé mentale et les soucis de la santé mentale, quoi, like mental health disorders. On ne sait pas les différencier. Alors, quand on parle de la santé mentale, les gens pensent directement à la folie. Ils pensent directement à, à, à tout ce qui ne va pas mentalement, quoi, au lieu de penser à un état de bien-être. Mais c'est pas que notre culture. La culture nous a influencés, justement, à un autre truc qui est vraiment là, c'est l'auto-stigmatisation. On se stigmatise nous-mêmes aussi. Quand on n'est pas bien, on dit qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis folle, ils vont penser que j'ai ça et ça. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui est toujours là. Vous avez raison. Aller voir un psychologue ou une psychiatre, c'est vraiment euh, c'est toujours honteux. Et aussi, je ne sais pas si ça existe chez vous aussi, mais chez nous, on a peur que si j'aille voir un professionnel de la santé mentale, cette personne, si d'abord, faire confiance à la personne, c'est non, pas du tout, parce que j'ai pas envie de lui déballer mes problèmes. Et deux, j'ai peur que cette personne va le répéter. Et oui, il y a vraiment toujours euh, des idées reçues autour de ça, ou dire que sont des trucs de blanc. Nous, la psychologie, ce sont vraiment des trucs de blanc. C'est pas pour nous. Si j'ai un problème, donc il nous faut vraiment de la sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Euh, merci à les organisateurs. Et aussi la sensibilisation et aussi savoir différencier la santé mentale ou savoir définir la santé mentale, savoir ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Ah, Merci. alors, c'est bon? Alors, je vais peut-être essayer de faire un résumé et peut-être laisser Jusilia nous donner quelques mots. Ce qui est intéressant, c'est la partie où on dit que c'est pour les Blancs. C'est tellement vrai. Quand tu dis psychologue, on te dit, toi, tu as grandi en Afrique. C'est la première question qu'on te pose. Est-ce que tu as grandi en Afrique? Parce que c'est pas normal pour un Africain de penser psychologue, en fait. Est-ce que tu as été élevé à la dure? Déjà, même on perçoit mal le fait d'aller payer l'argent pour voir un psychologue. Les gars, on se dit, c'est pas normal. Pourquoi je paye l'argent pour aller raconter mes problèmes à quelqu'un? C'est ça l'expression qu'on utilise. Alors, pour résumer, arrive, c'est important pour un entrepreneur d'être hyper performant parce que ses revenus, son style de vie en dépend. Mais il y a un verset biblique assez populaire qui dit à quoi ça sert de gagner son âme, de gagner le monde si on perd son âme. Et si on le reformule dans notre contexte, à quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent si on ne peut pas en jouir? Parce que, écoute, quand tu pousses ton corps à bout, après, tu n'es plus dans ton état, dans l'état de bien-être, justement, dans lequel tu es censé être pour bénéficier de tous les avantages de ce corps-là, de ce dur travail, en fait. Et au final, c'est du travail un peu inutile ou gaspillé. Ce sont des efforts gaspillés. Il faut savoir que
il y a cette période-là qu'il faut se préparer pour ces moments où tu ne seras pas assez performant parce que ça va arriver. En tant qu'humain, il viendra des moments où tu n'auras pas envie de travailler, où tu voudras travailler, mais que ton corps ne te le permettra pas. Donc, c'est une question d'organisation, je pense, de ce que j'ai retenu de l'intervention de William. Il faut être stratégique. Il faut comprendre que dans les hauts psychologiques, il faut préparer les bas psychologiques et savoir faire cet équilibre-là. J'ai beaucoup aidé. Par rapport au stigma, Wilhelmine a parlé de sensibilisation. Je pense que comme beaucoup de problèmes, c'est un truc qui va aller doucement. C'est pas un truc qu'aujourd'hui on peut enlever des esprits juste comme ça. Il faut continuer déjà, comme elle a dit. Il faut que nous, en tant que jeunes qui prenons conscience des problèmes liés à la santé mentale, que nous puissions avoir une définition claire afin que le jugement des autres ne nous affecte pas. Parce que quand on te dit tu es fou, ça t'affecte parce que quelque part, tu crois que tu es fou. Mais si en toi, tu sais, non, je ne suis pas fou, je me protège, c'est un peu comme quand on parlait de santé reproductive et tout. Utiliser des méthodes de prévention. Je pense que c'était mal vu à une certaine période, mais au fil du temps, quand on a commencé à sensibiliser, à prendre conscience de l'importance de tout ça, ben, ça commence par être accepté par un public plus large. Donc, autant qu'on peut, chacun doit se faire ambassadeur de la santé mentale dans nos environnements, essayer déjà de désapprendre nos parents de ce qu'ils avaient appris concernant la santé mentale et de leur apprendre la vraie définition de la santé mentale. Chacun a le droit d'être bien dans sa peau. Parce qu'il y a ce proverbe-là, cette expression populaire qui dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, qu'on soit capable d'aimer les gens autour de nous, de donner le meilleur aux gens autour de nous, ça dépend et c'est fortement relié au fait qu'on se sente bien en nous. Sinon, ce sera des faux semblants, ce sera des prétentions. Et à un moment, la prétention, le masque, il va finir par s'enlever et les gens diront qu'on est hypocrite ou méchant, mais c'est juste qu'on faisait semblant ou qu'on refusait de s'admettre que quelque part on n'allait pas bien, qu'on devait prendre soin de nous. Donc, je pense que je peux résumer et ajouter mon petit grain de sel à ce que Wilhelmine nous a dit. Je ne sais pas si, Jésilia, tu as quelque chose à dire et Fawzat viendra nous donner, après, Arif nous dira son ressenti par rapport à l'événement, ensuite Fawzat et une troisième personne si vous voulez bien. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, hein. À part que, Arif, tu sais, les plus grands entrepreneurs, c'était nos mamans, hein. Les dames, là, elles ont charbonné de ouf. Mais aujourd'hui, tu vois, la majorité de ces dames-là qui ont travaillé de malade, elles sont en train d'aller beaucoup à l'hôpital dernièrement. Justement parce que au moment où elles étaient en train de se donner à fond, elles ont oublié de penser à elles. Je pense que c'est ce qu'il faut appliquer à ta vie aujourd'hui aussi. Être entrepreneur, c'est se donner à fond, oui, mais c'est s'accorder des moments de pause aussi parfois. Parce que la perfection, malheureusement, elle n'est pas humaine. Tu n'es qu'un être humain. Et ce sont justement ces défilements-là, ces hauts et ces bas, qui font de toi la magnifique personne que tu es. Et au moment où tu devras donner le maximum de toi, je suis sûre que tu sauras le faire. Et dans les moments où tu ne pourras pas non plus, je suis sûre qu'autour de toi, il y aura des gens qui te tiendront la main. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Bah voilà. Bon, pour mon ressenti, franchement, déjà, très bon pitch. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé parce que c'est un sujet déjà qui n'est pas trop abordé en Afrique. Déjà, avec des amis, on bosse sur une application de santé mentale et on essaye de changer un peu le terme aller voir un psychologue. En fait, on essaie de déconstruire ce thème-là, en fait. Aller voir un psy, on essaie de changer ça en parler avec une autre personne, parler avec un ami, un aidant, du coup. Parce qu'ici en France, on a vraiment le terme Mm. aidant, c'est quelqu'un qui t'aide, en fait, dans tes difficultés. Donc, franchement, le fait d'en parler, déjà, c'est super bien. Le fait qu'on peut aussi ensemble déjà aborder cette thématique pour pouvoir avoir des solutions liées à nos réalités locales, bah, ça c'est important. Parce qu'il y a une chose qui est de dire l'OMS donne des recommandations, je suis d'accord avec ça, mais après, il y a nos réalités après qui changent la définition de l'OMS. Donc, Bien ça c'est pas sûr. important parce on a des difficultés liées par exemple à des soucis, liés à des parents, liés à des préjugés. Donc, c'est des éléments que Mhm. nous également, quand on fait ces séances-là, on arrive à déconstruire et à avoir des visions autres que ceux de l'OMS, même si on va tous les respecter, c'est des recommandations, ça peut être suivi, Mhm. vous êtes d'accord? Ouais. Merci beaucoup à vous, franchement, merci.
Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'espère qu'on aura d'autres séances sur la santé mentale. Parce que c'est vraiment un vrai problème en Afrique et qu'on aura beaucoup plus de personnes à ces séances-là. Merci. Amen. Merci de nous honorer de ta présence, Arif, et merci de te faire ambassadeur de la santé mentale par déjà ton travail et autour de toi. C'est vraiment noble et louable. Fawzat, je sais que tu es là. Du coup, tu peux venir nous dire qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu retiens de cette session, qu'est-ce que tu en penses? Ah, vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai vu parmi mes mails, bon, le sujet il est en français, donc je vais avoir à collaborer avec des francophones parce que je vis au Ghana et puis bon, vous savez, avec Mastercard, je ne sais pas si c'est affilié à ça ou bien si c'est plutôt Baobab, mais bon, je pense qu'ils travaillent, ils collaborent ensemble. En tout cas, c'est un thème qui est très, très important et moi, je suis girls, surtout pour les femmes. Je pense que nous avons tel ou on est parfait, que ce soit à la maison, que ce soit dans le milieu professionnel. Et bon, quand même, on peut voir l'évolution parce qu'il y a tellement de femmes qui émergent, qui sont pendantes, qui ont voulu. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Je retiens que niche, il faut vraiment savoir ce que choisir, quelle qu'en soit la personne qui est en face, que ce soit la famille. Et d'abord, pour avoir même un milieu professionnel qui est sain, il faut que toi-même dans ta vie, tu puisses avoir une vie qui est quand même, je sais pas, assez saine, ton environnement. Euh, c'est de là que tu peux te choisir même au boulot, même si on te donne des tas de boulot et avec des, des deadlines, comme on dit ça en français. Donc, au final, il faut vraiment savoir se choisir, s'affirmer, c'est très important, surtout pour les femmes. Je sais que les hommes, c'est important, mais les femmes, c'est très, très important parce que dans notre société africaine, nous sommes beaucoup, je sais pas, on nous met dans une certaine catégorie et puis bon, si tu n'es pas assez fort mentalement, assez forte mentalement, tu risques de craquer. C'est-à-dire, tu te laisses aller, ce qu'on te dit, tu vas avec ça et tu t'oublies, ce qui est mauvais. Parce que si tu veux avancer, et puis bon, je pense que l'une des panélistes a eu à le dire, quand tu meurs, tu n'es plus là et le monde continue. Ton boss, il va continuer à faire rouler sa compagnie, son entreprise. Et toi-même, même si tu fais un business et que tu veux que ça marche, tu dois te donner à fond. Moi, je suis entrepreneur. Il faut se choisir, il faut savoir qu'à un certain moment donné, on est épuisé mentalement, on doit laisser tout ce qui est autour de nous et puis se choisir, prendre du temps pour soi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, c'était parfait. Et j'espère pouvoir joindre certaines de vos, je sais pas, webinaires. En tout cas, merci beaucoup. Chapeau à vous. Merci Fawzato. Et oui, pour les femmes, c'est compliqué. On a une société dans laquelle les femmes sont un peu, beaucoup marginalisées ou tout du moins placées dans une catégorie. On dit que tu dois être douce parce que tu es femme et sous couvert d'être douce, on t'interdit en quelque sorte de t'affirmer ou de dire non dans certaines circonstances. Donc, quand tu dis non, quand tu es ferme, bah, pour eux, c'est synonyme de brutalité, mais c'est pas bien grave. Petit à petit, on va changer toutes ces mentalités-là et on va leur montrer qu'on peut être ferme et douce à la fois parce que c'est justement notre nature, cette belle nature dont on a été doté. Est-ce qu'il y a une... Oui, par rapport aux autres webinaires, écoute, il faut suivre les différents réseaux sociaux de Baobab. Je pense qu'il y en a un, LinkedIn. Et aussi, en parlant, il y aura cet événement, par exemple, il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Baobab. La plateforme Baobab aussi a un channel WhatsApp. Prince l'a mis dans le groupe. Comme ça, tu pourras, Fawzat, être informé des prochains événements en relation avec la santé mentale ou tout autre sujet. Il y a tellement de sujets qui pourront t'intéresser et que tu pourras joindre. Nous nous ferons plaisir de t'accueillir. J'aimerais bien prendre une troisième personne. C'est peut-être Anan, Richard, je ne sais pas, pour nous donner leur ressenti. Christelle ou Charouf.
Awa m'a dit dans le chat qu'elle a beaucoup aimé, donc ce sera bien si je pouvais t'entendre de vive voix. Et le meilleur des cas sera de voir ton magnifique visage. Mais c'est pas bien grave si tu ne peux pas. Merci infiniment à tous. En entendant que quelqu'un d'autre ne se manifeste, s'il y a quelqu'un pour se manifester, est-ce qu'en une phrase, Wilhelmine, Jésilia, vous pouvez nous donner votre mot de la fin? Quelque chose que vous voudrez que quelqu'un qui a assisté à cet événement garde, remporte chez lui, serre précieusement dans son cœur. En une phrase, on va commencer par Jésilia. Euh, en une phrase, qu'est-ce que je dirais? Je rappellerai le conseil que j'ai dit. C'était quoi déjà? C'était écouter votre esprit comme vous écoutez votre corps. Très sincèrement. Et puis la santé mentale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un sujet tabou. C'est une compétence clé, un pilier essentiel pour vivre pleinement, travailler efficacement et bâtir des projets. Si on a envie d'évoluer dans ce monde-là, on doit vraiment s'occuper de sa santé mentale parce que tout part de l'imagination, tout part de l'esprit avant de se concrétiser dans le réel. Quand on a compris ça, on sait que ce qui se passe à l'intérieur là-bas doit être important et pris en compte. Donc, faites de votre santé mentale votre priorité. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci pour votre attention. C'était vraiment un plaisir. Merci, Jésilia. C'était un plaisir de t'écouter, d'écouter ton expérience. Wilhelmine, qu'est-ce que vous nous direz d'un point de vue professionnel ou même personnel euh, comme conseil à garder à la fin de cet événement? J'aimerais d'abord commencer par vous remercier, vous jeunes d'aujourd'hui, parce que il faut que vous sachiez que vous êtes fort que vous ne le pensez, parce que vous avez ces discussions que les générations d'avant n'ont pas eues. Vous osez vraiment en parler, ce qui est vraiment important. J'aimerais vraiment commencer à vous remercier, féliciter pour cela. Et aussi, il faut savoir que la santé mentale n'est pas une affaire de perfection. On peut toujours aujourd'hui aller bien et demain n'aller pas bien. Donc ça peut passer de l'un à l'autre. Il faut surtout une présence à soi. La santé mentale se cultive à l'attention de porter de ces faibles signaux. Il faut se donner la permission de dire non. Il faut pratiquer des vrais repos, mais surtout, ce que je dis aux jeunes africains, surtout, c'est de l'avoir de l'autocompassion. Si vous gardez un truc aujourd'hui, vraiment gardez cela, l'autocompassion. Et merci beaucoup Modestine, merci beaucoup Prince, c'était vraiment un plaisir aujourd'hui. Merci Wilhelmine, merci infiniment. Donc, soyons indulgents envers nous-mêmes. C'est normal d'avoir des moments de bas. C'est normal que tout n'aille pas bien. C'est normal que notre vie avance ne soit pas une courbe, une ligne droite, mais plutôt une courbe qui monte ou descend à n'importe quel moment. C'est tout à fait normal. J'ai partagé une partie de mon expérience avec vous. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à militer pour la santé mentale des jeunes professionnels. C'est pas facile quand on est jeune professionnel de tomber dans la jungle du monde de l'emploi. J'ai fait tellement d'erreurs que j'aurais voulu ne pas faire. J'aurais voulu que quelqu'un me dise, que quelqu'un m'avertisse par rapport à ces erreurs-là. J'ai tellement négligé beaucoup de choses par rapport à ma santé mentale. J'en ai payé le prix et un prix que je ne souhaite pas que des gens qui viennent après nous, même des personnes de ma génération qui n'ont pas encore fait l'expérience du monde professionnel, que ces personnes la payent. Vous êtes légitime, écoutez, quoi que vous fassiez, sachez que si vous êtes dans une position, c'est parce que quelque part, vous l'avez mérité. Vous avez peut-être eu un coup de main, mais vous l'avez mérité quelque part. Si vous êtes dans
dans une situation où vous ne performez pas bien, c'est normal. C'est pas grave, vous êtes humain et vous apprenez. L'essentiel, c'est de ne pas rester là où on est tombé, mais de se relever et d'avancer. Et j'espère que vous garderez toutes ces expériences, ces conseils pratiques que Wilhelmine, Jeziliat ont partagé avec nous. J'espère que vous partirez avec ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des... Voilà, et comme Prince le dit, si vous avez des sujets qui vous passionnent et que vous trouvez importants pour la jeunesse, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous avez le channel Baobab. Vous pouvez contacter Prince sur LinkedIn ou moi-même sur LinkedIn. Je ferai le plaisir de lui transmettre le message. Écoutez, la jeunesse, c'est nous et c'est notre devoir de nous lever et de dire stop. Il y a certains mots qui ont dominé les générations passées et qui ne sont pas censés se répercuter sur nous. On peut mettre fin à certaines choses et on va le faire petit à petit. Merci beaucoup. C'était encore une fois un plaisir. Oh, il y a Anan qui a une question, je ne sais pas. On a atteint la fin, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est disponible pour lui répondre rapidement. Est-ce que vous voudriez bien, Wilhelmine et Jessilia, répondre à Anan? Dans ce cas, Anan, mets ta question dans le chat et on verra. Parce qu'on a déjà dépassé le temps. Ok, en fait, c'est un peu long, c'est la raison pour laquelle je voulais vite faire l'audio. Ok, vas-y. Ok, désolée, je ne pourrais pas mettre la caméra. Moi, je voudrais savoir comment s'y prendre quand tu arrives dans une entreprise nouvellement. Et c'est un poste auquel tu as postulé, mais les détails sur le poste ne sont pas vraiment clairs. Mais quand tu demandes à ton supérieur ou bien à ton manager, tu leur demandes des détails sur le poste, tu leur demandes un to-do list qu'il faut pour savoir quelles sont les tâches qu'il faut faire, des trucs que tu as à faire, mais cette dernière te tourne en rond, ou ce dernier, du moins, te tourne en rond, ou bien ne veut pas te donner des tâches, une idée claire de ce que tu as à faire. Et au lieu de ça, on te donne des tâches, genre, tu finis par faire le boulot de tout le monde. Comment éviter ça? Et même quand tu poses des questions, quand tu demandes, quand tu exiges un to-do list, genre, un truc, un guideline de ce que tu dois faire, même quand tu l'exiges, on ne te répond pas ou on prend mal ta manière, ton approche. Comment éviter ça? Bah, écoute, avant de laisser les invités répondre, j'aimerais juste te donner une... Je comprends au fait que le monde de l'emploi, il est sauvage. On parlait de jeunes tout à l'heure, c'est difficile de décrocher un emploi. Donc, quand on décroche un emploi, on veut le garder à tous les coups. Surtout si on se trouve dans des situations, dans un contexte financier où on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'emploi. Je comprends, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pas ton cas, je ne sais pas. Mais quand tu... Déjà, il y a un truc que j'aime bien chez les professionnels de la Gen Z. Ils te disent si la fiche de poste n'est pas claire, ne postule pas. Parce que c'est généralement des pièges qui vont te sucer. Je ne sais pas si c'est le mot en anglais, c'est suck. Ils vont aspirer toute ton énergie. La plupart du temps, quand la fiche de poste, le job description lui-même, déjà avant que tu ne postules, n'est pas clair, il ne faut pas postuler. Écoute, tu as déjà postulé et si j'ai un conseil ou à partager avec toi, c'est de continuer à insister et en parallèle, pendant que si tu ne peux pas te permettre de démissionner alors que tu n'as pas un autre job, continue par chercher d'autres jobs pendant que tu insistes en parallèle et essaie de, on l'a dit au début, poser de petites limites si tu ne peux pas poser des limites fermes en fonction de tes conditions. Ça va peut-être commencer par dire, quand on te donne une nouvelle tâche, à dire j'ai déjà beaucoup de tâches, je vais faire ça après. Si tu ne peux pas dire non ferme de peur d'être viré, dis je le fais après, je le fais à tel moment, pas forcément après, mais je peux, vu les tâches que j'ai, je peux le faire dans une semaine, dans deux. Je pense que petit à petit, ils comprendront. Là, tout de suite, sur le coup, c'est ce que je peux te dire, mais tu as mon numéro, on pourra en discuter en privé après, plus en profondeur. Mais après ça, je pense que Jessilia peut avoir des conseils à te donner et Wilhelmine également. Jessilia, tu as une astuce pour Anan?
En vrai, tu vois, sincèrement, c'est la jungle. Le monde professionnel. Quand tu ne sais pas ce que tu vaux, les gens vont t'utiliser. They will use you and they will ask you to say thank you. Je suis vraiment désolée que tu vives ça actuellement. Sincèrement désolée. Continue à insister. Il faut suivre les conseils de Modestine. Il y a du travail. Continue à chercher. Continue à insister de l'autre côté parce que c'est ce que tu peux faire de mieux pour le moment. Demande, si possible, bah voilà, RH, euh, qu'on te révise ton contrat pour que tu sois sûr de ce que tu veux faire. Mais continue à postuler à d'autres offres aussi parce que ta santé mentale est plus importante parce que je suis sûre que là, tu te réveilles tous les jours et tu te demandes, bon, je vais encore aller revoir ces gens-là. Il faut, I'm so sorry. I don't really know what to say, but I'm sorry. Thank you, J'aimerais ajouter Jessie. quelque chose, hein. Wilhelmine Ok. pourra nous éclairer. Exactement. Ah, 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 je voulais ajouter que la santé mentale ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas des obstacles. On rencontre des obstacles et c'est à nous de choisir si on va utiliser ces obstacles comme expérience ou si on va les utiliser autrement. D'abord, si tu commences un boulot, il faut savoir que ça va pas se passer comme tu espérais, hein. Même si c'est ton boulot de rêve, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des inattendus, il y a toujours des trucs qui passent, qui se passent de travers, quoi. Alors, comme j'ai dit, il faut savoir s'écouter. Si ça prend vraiment sur ta santé mentale, ça, il faut prendre du recul parce que non, on va pas s'épuiser, si tu veux, au travail parce que c'est le boulot de rêve ou c'est la jungle. Non. Mais si, il faut voir si tu peux utiliser cela comme une expérience ou un apprentissage, quoi. Maintenant, si tu viens de commencer, tu as encore un junior. Alors, prends ça comme de l'expérience, utilise cela comme une expérience. Dis-toi qu'il y a des obstacles dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, comme partout dans le monde, quoi. Si, oui, Ça revient toujours sur savoir s'écouter, voir ce qui nous, ouais, ce qui marche pour nous, quoi. Oui, d'accord. Bien, c'est bien. J'ai compris. Merci beaucoup pour vos interventions, pour vos différentes réponses. Euh, Et je serai après Modestine et Jésila pour approfondir le sujet. Il n'y a pas de souci, mon inbox est toujours ouvert pour toi. Sharouf a levé la main, j'espère que c'est pour nous donner ton avis parce qu'on a vraiment, vraiment dépassé le temps. On ne peut plus vraiment prendre de questions, mais tu peux toujours laisser tes questions. Peut-être sur LinkedIn, tu peux me voir avec tes questions, on essaiera d'en parler. Je suis toujours ouverte pour discuter avec mes pairs. Est-ce que tu as des questions ou c'était une En manipulation? vrai, en vrai, Désolée, on n'arrive pas à t'entendre. En vrai, je m'en voudrais de ne pas remercier toutes les personnes qui ont participé, qui participent à ce... Ah, wow, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, c'est mieux maintenant. Toujours pas? C'est bon ou pas? Non, c'est mieux maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc je disais que je m'en voudrais de ne pas remercier toutes les personnes qui participent à cette discussion. Ça prouve que c'est une thématique qui est de plus en plus mise en avant. Merci à Wilhelmine, merci à Wilhelmine pour ces éclaircissements précieux. Merci à Modestine pour ton animation magnifique.
Merci Arif, merci Charouf, merci Fauzatou, merci Anan, merci à Prince qui fait tout en sourdine. Et donc, voilà, merci vraiment à toutes les personnes qui ont participé. Je m'en voudrais de ne pas remercier chaque personne. Je ne pourrais pas dire le nom de tout le monde. But thank you everyone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Prince qui fait tout en sourdine. C'est vraiment notre héros caché. On s'en voudrait de ne pas lui dire merci. Merci à tout le monde, Charouf, Awa, Fauzatou, Arif, courage pour ton application. J'espère que tu es suffisamment entouré pour nous sortir un truc de merveilleux. Just let us know. On pourra support autant qu'on peut. Merci à Nick M pour tes précieuses questions. Merci à tout le monde. Et je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Franchement, je ne veux pas que ça finisse, mais il faut bien que ça finisse. Malheureusement, on pourra continuer sur les différents canaux que Prince a partagés sur les réseaux sociaux. Mon LinkedIn, il est ouvert. Le LinkedIn de Prince également. Wilhelmine également, vous pouvez la suivre, même pas lui envoyer peut-être des DM, mais la suivre. Je pense que vous apprendrez beaucoup de ses posts également. Bah écoutez, au revoir tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. We're breaking bounds on Baobab.